Bonjour à tous. Je demanderai à tout le monde de couper peut-être le son dans un premier temps. On a un chat à disposition si vous le souhaitez pour poser des questions auxquelles on pourra répondre en fin de webinaire. Euh, et puis voilà, on va démarrer, je pense. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Tout le monde nous entend bien? Super. Parfait. Donc moi, pour des raisons techniques, je vais devoir couper ma caméra pour améliorer le flux, je pense. Je la remettrai en fin de séance à ce moment-là. Donc, on vous remercie en tout cas pour d'être présent à ce webinaire Synergie CHR. Donc, c'est un webinaire qui va durer environ 30 minutes. Il est organisé donc par Synergie CHR, qui est une association spécialisée dans le domaine du CHR. Et ça va nous permettre d'évoquer toutes les clés pour vous aider à fidéliser vos salariés, notamment dans le secteur du CHR. Pour la plupart, j'ai vu que vous étiez de ce secteur-là. Donc, moi, je suis Angélique Barbet, spécialiste en ressources humaines et recrutement. Mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises, notamment du CHR, dans l'optimisation de la gestion de leurs ressources humaines, mais également sur l'amélioration de leur marque employeur. Et moi, je suis Agathe Alkovich, donc je suis avocate en droit social. J'accompagne les dirigeants sur les problématiques sociales et je suis relativement experte de la convention collective HCR puisque c'est une grande partie de ma clientèle. Je suis également membre partenaire du réseau de l'association Synergie CHR. Donc, pourquoi ce webinaire? Le recrutement et la fidélisation des talents sont aujourd'hui des enjeux majeurs, comme tout le monde peut le voir. On voit que tout le monde a du mal à recruter. Donc, dans ce webinaire, on voulait vous montrer un petit peu comment structurer, véhiculer des valeurs d'entreprise fortes pour justement attirer et retenir les meilleurs profils. Et puis, dans un second temps, on abordera tout ce qui est aspect juridique et les obligations légales pour que vos pratiques soient vraiment sécurisées. Entre-temps, on a accueilli une autre personne, donc bonjour à vous. Donc effectivement, avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques petits chiffres pour introduire un petit peu nos propos. Le secteur du CHR a perdu quasiment 250 000 salariés pendant la crise de Covid-19. Et en 2022, on a une étude qui a été réalisée qui vient préciser que 3/4 des entreprises du CHR ont des difficultés pour recruter. Des difficultés pour recruter et en plus des difficultés pour fidéliser ses collaborateurs, puisque seulement 66% des salariés sont restés dans le même secteur donc du CHR pendant un an, donc sur la même année. Donc on a comparé 2021 et 2022, qui sont des années normales, si je puis dire. Et effectivement, on a un tiers des salariés qui a quitté le secteur du CHR. Donc on a un turnover qui est très élevé, qui entraîne forcément des coûts, qui complexifie la gestion RH, et nous sommes ici pour essayer de répondre à deux problématiques. Comment, d'une part, attirer les talents, et d'autre part, comment les garder, parce que c'est bien beau de recruter, mais encore faut-il après conserver nos collaborateurs. Donc, on va essayer de vous donner dans ce webinaire certaines clés. Bien entendu, on n'a pas toutes les réponses à vos questions, et on compte aussi sur vos expériences et puis nos échanges après notre intervention pour trouver la meilleure solution, en tout cas les meilleures pistes pour pouvoir justement attirer nos talents et les garder. Mais avant d'échanger avec vous sur ces pistes de réflexion, on va vous proposer effectivement plusieurs pistes. La première, c'est la culture d'entreprise, qui est une première clé et un atout justement pour recruter et fidéliser les collaborateurs. C'est ça, exactement. Donc, la culture d'entreprise, ça permet vraiment d'attirer des candidats. Une culture d'entreprise forte, c'est vraiment donner en lumière vos valeurs, améliorer leur engagement et également réduire votre turnover. Une culture d'entreprise, bon, ça peut être un mot un peu vaste pour tout le monde. C'est quoi? C'est une identité, c'est des valeurs qui vont être claires. Si vous avez la passion pour de la cuisine italienne, pour de la cuisine authentique, enfin voilà, c'est quelque chose que vous allez faire ressortir, c'est vraiment votre ADN. Ça peut être également par du management bienveillant et participatif, avec un accent sur du bien-être au travail, sur de la reconnaissance des efforts, sur de l'évolution interne. Et ça peut être également une approche un peu plus éco-responsable et éthique, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'engagement social. Enfin voilà, le but étant que vous vous démarquiez par rapport aux autres et que on comprenne en fait ce que vous voulez véhiculer de votre société.
La deuxième clé, après la valeur, la culture d'entreprise, c'est la rémunération. On ne va pas se mentir et ni se voiler la face. La rémunération, c'est quand même l'élément essentiel pour les salariés, pour le recrutement de ces salariés, mais également aussi pour leur fidélisation. Alors, on le sait, la masse salariale, le coût du travail est une charge extrêmement importante pour les employeurs en France, en tout cas actuellement. Et on a des salaires en même temps. Donc, on a cette charge importante et en même temps, on a ces salaires nets qui sont relativement bas, avec des minima conventionnels qui sont bas par rapport au SMIC. On est quasiment à quelques centimes au-dessus du SMIC, donc on n'est vraiment pas sur des rémunérations qui sont très, très élevées dans le secteur du CHR. Et pourtant, on a eu des revalorisations de salaires qui sont intervenues depuis 2022. Ça faisait quand même quelques années, 4 ans, qu'il n'y avait pas eu de revalorisation des grilles salariales. Et donc, on pouvait, il faut qu'on arrive à trouver des solutions finalement pour rendre la rémunération plus attractive, parce que cette rémunération, on le sait, c'est déterminant dans la relation contractuelle. On ne pourra pas garder un salarié en le payant toute sa vie au SMIC ou au minima conventionnel. C'est impossible. Donc, il faut qu'on trouve des pistes et ça passe par exemple, un pack de rémunération. C'est ça, donc un bon package de rémunération, ça ne se limite pas juste au salaire, ça peut être sous le format de primes, ça peut être sous le format d'avantages indirects et de reconnaissance qui peuvent être vraiment essentiels pour conserver vos salariés. Pour avoir un paquet de rémunération, on peut aussi se fixer des objectifs qui vont rester, comme on dit, smart, qui vont permettre un suivi et qui vont également motiver vos équipes, donc qui compléteront le salaire par le biais de challenges rémunérés et qui vont également aider à améliorer la performance de l'équipe. Je vous ai mis des petits exemples d'ailleurs d'objectifs SMART. Pour un serveur, ça va être par exemple augmenter le panier moyen de 10% en 3 mois, chef de cuisine, réduire le gaspillage, réceptionniste, ça va être améliorer la satisfaction client. Enfin voilà, ça peut être des objectifs assez simples, mais sur lesquels on veut travailler et qui vont motiver vos équipes, parce que si on arrive à atteindre l'objectif, forcément, il y a une sorte de reconnaissance et derrière, s'il y a une prime en plus, ça va être un avantage supplémentaire pour le salarié. Donc, ça fait partie également de la fidélisation des salariés. On a parlé effectivement des objectifs SMART qui doivent être mesurables, réalistes, réalisables et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on vous recommande vraiment, quand on est employeur, de fixer les objectifs de manière récurrente. Donc, chaque année, on va fixer des objectifs, on va les formaliser. Donc, moi, je vous recommande vraiment de rédiger des avenants au contrat de travail dans lesquels vous allez écrire les objectifs, parce que c'est une garantie pour le salarié. Il sait ce qu'il pourra obtenir si jamais il atteint l'objectif. Si jamais, effectivement, l'objectif est lié à une partie variable de rémunération, par exemple. Et pour l'employeur, on a aussi une garantie, parce que l'employeur sait exactement combien peut lui coûter au maximum le travail et l'implication de ses collaborateurs. Donc, on vous recommande vraiment de formaliser les objectifs. C'est un élément qui est extrêmement important. Et au-delà de cette formalisation, parce que l'avenant, c'est bien, mais si on rédige un avenant annuel, on va dire, allez, au 15 janvier pour l'année en cours, comment on fait pour échanger seulement le 15 janvier d'année suivante sur les objectifs? C'est pas suffisant à notre sens. Et donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est de réaliser des points d'étape avec des objectifs qui sont annualisés, mais qui peuvent aussi être mensualisés ou réalisés et établis au trimestre ou au semestre. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir échanger de manière habituelle, normale, régulière avec vos collaborateurs pour justement pouvoir vérifier le travail et la qualité du travail des salariés, pouvoir anticiper, échanger en amont, anticiper toutes les difficultés, ne pas attendre le bilan de fin d'année et ne pas accumuler les rancœurs et les frustrations du côté des salariés, qui vont se dire, moi, je ne vois pas vraiment, j'arrive pas à mesurer si j'ai atteint ou pas mes objectifs, parce qu'il n'y a pas de communication de la part de mon employeur. Donc, on aura un salarié frustré qui ne voudra pas forcément s'investir dans la réalisation de ses objectifs et donc cet engagement pour la société. Et on aura aussi un employeur qui, finalement, ne saura pas exactement où ça en est et il ne pourra pas accompagner ses collaborateurs pour améliorer leur qualité de travail. Donc, vraiment, formaliser les objectifs, et dans l'avenant de formalisation, nous vous recommandons vraiment de se fixer des rendez-vous d'échange. Alors encore une fois, on n'a pas le temps, on n'a pas des heures et des heures chaque semaine pour discuter de ce qui va et ce qui ne va pas, mais si on en discute régulièrement un petit peu, eh bien on arrive à ne pas passer trop de temps justement sur ces échanges, et donc à permettre d'améliorer la qualité de travail des collaborateurs et la qualité de vie au travail de ces mêmes collaborateurs.
En parallèle de ces objectifs, on peut également mettre en place d'autres avantages sous forme de rémunération, comme la prime de cooptation. Oui, exactement. Donc, la prime de cooptation, ça peut être un excellent levier pour attirer de nouveaux talents, tout en impliquant vos salariés dans le recrutement. L'idée, elle est simple, c'est qu'un employé qui recommande une personne de son réseau pour un poste vacant dans l'entreprise, si la personne est embauchée et réussit sa période d'essai, le salarié recruteur reçoit une prime, généralement entre 100 et 200 euros. Bon, ça peut être complètement modifié selon l'entreprise et selon le poste. Ce système, il présente vraiment plusieurs avantages. Ça réduit les coûts et les délais de recrutement en mobilisant les employés qui sont vos principaux ambassadeurs. Ça améliore la qualité des recrutements parce que les candidats recommandés sont souvent bien intégrés et un salarié ne va pas vous recommander n'importe qui pour venir dans l'entreprise. Et ça renforce également l'engagement et la motivation des équipes en valorisant leur rôle dans l'entreprise. Et ça favorise aussi un bon climat de travail parce que les employés qui travaillent avec des personnes qu'ils apprécient forcément vont travailler dans dans la bonne humeur, entre guillemets. Donc, en mettant en place cette politique de cooptation, ça peut vraiment être motivant. Vous améliorez à la fois l'attractivité et la fidélisation des talents. Donc, ça, c'est vraiment un outil important qui doit être utilisé de nos jours pour toutes les entreprises, moi, à mon sens. Vous avez également tout ce qui est outils SIRH. Donc, c'est quoi les outils SIRH? Les systèmes d'information des ressources humaines. C'est un logiciel qui va rendre plus efficace la gestion de votre entreprise. C'est une solution qui est digitale, qui permet d'automatiser des tâches essentielles comme la gestion des plannings, des payes, le suivi des performances. Il en existe des gratuits. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner un gain de temps, moins d'erreurs administratives, plus de fluidité dans votre gestion. Ça va améliorer la communication avec vos salariés parce qu'ils peuvent accéder directement sur Internet à leurs fiches, à leurs documents, fiches de paye, poser des congés, suivre leurs objectifs. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment tout mettre en ligne. Il y a des mood boards pour voir si vos salariés se sentent bien dans l'entreprise. Vous allez avoir vraiment une meilleure gestion des talents parce que vous pouvez également suivre tout ce qui est entretien professionnel, suivi des performances, des reconnaissances, les formations. Et bien sûr, ça va optimiser le bien-être au travail parce qu'avec une meilleure organisation, ça réduit le stress et les erreurs, par exemple, liées au planning ou au retard. Donc, on est vraiment dans un gain de temps pour faciliter la gestion de vos ressources humaines. Donc ça, n'hésitez pas. Il en existe un, par exemple, qui est gratuit, qui s'appelle Sidecar. Si vous voulez des renseignements là-dessus, moi, j'ai pas mal de clients qui se sont mis dessus et ça leur a fait vraiment gagner beaucoup de temps. Justement, le temps, c'est important dans la restauration. C'est important le temps dans la restauration. Alors moi, je vous ai mis, alors moi, c'est toujours un peu moins drôle ma partie parce qu'on est sur le rappel des obligations qui sont issues du Code du travail ou de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Donc, je vous ai remis dans le support les éléments un peu obligatoires. Donc, c'est-à-dire la durée légale de travail, on le sait tous, c'est 35 heures, ce qui veut dire qu'au-delà de 35 heures, toutes les heures réalisées doivent donner lieu à une majoration de salaire. Alors effectivement, dans la convention collective du CHR, on a des majorations qui sont moins importantes que dans d'autres conventions collectives, mais pour autant, il n'en demeure pas moins que vous devez payer plus les salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine. On a cette durée légale de travail et puis on a en plus des durées maximales de travail qui sont prévues par la convention collective qui sont légèrement plus importantes que celles qui sont prévues dans le Code du travail. C'est-à-dire qu'en durée maximale de travail, on sera sur 48 heures sur une semaine ponctuelle, ça c'est le classique, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines. Donc on fait la moyenne des 12 dernières semaines et on voit combien de temps de travail a été réalisé par chaque collaborateur et on fait la moyenne et on vérifie qu'on ne dépasse pas les 46 heures en moyenne. Dans le Code du travail, on est sur 44 heures, donc on est légèrement supérieur dans la convention collective HCA. Dans cette convention collective, on est aussi légèrement supérieur sur les durées maximales journalières de travail, parce que selon les postes, on peut travailler jusqu'à 12 heures par jour. Ça vaut pour les réceptionnistes, par exemple, qui peuvent travailler effectivement jusqu'à 12 heures par jour au sein de leur entreprise. Et la convention collective fixe également les conditions minimales d'octroi des jours de repos au sein des entreprises du CHR. Et donc, on vient vous dire, le principe, c'est 2 jours de repos, qu'ils soient consécutifs ou non. Et après, on va distinguer selon les établissements qui sont permanents, selon les établissements qui sont permanents mais qui emploient des saisonniers,
ou selon les établissements saisonniers. Et donc, pour un établissement permanent avec un salarié permanent, vous devrez octroyer à votre collaborateur 1,5 jours consécutifs de repos. Pour les travailleurs saisonniers ou les établissements saisonniers, on est sur 1 jour et 2 demi-journées de repos dans la semaine. Donc, on peut effectivement un peu plus aménager ce temps de repos. Pour autant, on l'a bien vu, et je pense que c'est partagé par tout le monde, le constat est le suivant, les salariés veulent désormais beaucoup plus de temps libre que habituellement. Et dans le secteur de la restauration, notamment, on est souvent soumis à des horaires à coupure. Donc, on le sait, on est sur des plages horaires de travail de 4-5 heures sur la période avant le déjeuner jusqu'au déjeuner, puis la préparation pour le soir et ainsi de suite. Et donc, on a des salariés qui ont des grosses coupures, qui en plus ne vont pas avoir des jours de repos sur plusieurs journées consécutives parce que voilà, c'est parfois compliqué pour les entreprises à mettre en œuvre. Et donc, pour justement pallier cette difficulté et pour permettre à la fois aux collaborateurs d'avoir plus de temps libre sans que ça coûte plus d'argent aux employeurs et sans qu'on puisse justement avoir à décompter les heures supplémentaires et donc à payer les heures majorées de travail, on peut vous recommander de mettre en place dans les entreprises des modalités d'aménagement du temps de travail. Et donc, il y a 2 modalités d'aménagement du temps de travail. Il y en a une qui est relativement simple, une qui est simple, mais qui nécessite un accord d'entreprise. Donc, la première, c'est le travail par cycle. Donc, dans le Code du travail, on vient vous fixer la possibilité d'organiser sur des cycles de 4 ou de 9 semaines. Dans la convention collective, on prévoit la possibilité d'organiser un cycle de 12 semaines, mais je le recommande un peu moins compte tenu des manques de réflexion et de recul sur ce cycle de 12 semaines. Mais en tout cas, on peut le faire sur 4 ou 9 semaines selon l'effectif de la société. Et donc, ça veut juste dire que sur 4 ou 9 semaines, on va calculer une moyenne de temps de travail. Et ce n'est qu'à l'issue de ce cycle qu'on va décompter les éventuelles heures supplémentaires. Ce qui permet d'éviter d'avoir à payer des heures supplémentaires pendant ce cycle et de s'organiser pour que, par exemple, la dernière semaine du cycle, les salariés travaillent moins pour compenser justement les dépassements de la durée légale de travail qui ont pu intervenir sur les semaines précédentes. Donc, c'est plutôt très intéressant à mettre en œuvre et ça nécessite uniquement une décision unilatérale de l'employeur. Donc, vraiment très simple. Si on veut aller plus loin que le cycle de 4 semaines ou de 9 semaines, on doit mettre en place, et donc on doit négocier avec les salariés ou les représentants du personnel sur l'effectif de la société, on va négocier un accord d'entreprise, un accord de répartition de la durée du travail sur l'année, avec une durée globale sur l'année de 1607 heures par an, et on mettra en place des périodes de haute activité, des périodes de basse activité, et surtout, ce qui est très important pour les entreprises, c'est un lissage de la rémunération. Alors, c'est très important pour les entreprises, c'est très important pour les salariés également, parce qu'il n'y a pas de perte de rémunération. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sait, notamment quand on a des établissements qui sont situés plutôt sur la côte, on sait que l'été, on va avoir plus d'activité que l'hiver. Et donc, ça permet d'octroyer aux salariés, finalement, des périodes de repos supplémentaires, du temps libre, sur des périodes de basse activité. Et en contrepartie, ils s'engagent à travailler plus sur les périodes de haute activité. Et on le sait très clairement, de toute façon, les salariés doivent travailler plus sur ces périodes de haute activité parce qu'on a des besoins et qu'on a du mal à recruter. Donc, il faut quand même qu'on arrive à conserver ces collaborateurs dans les entreprises. Et donc, ça passe par l'octroi de ces jours de repos et donc par cette répartition annuelle de la durée du travail. Donc, vraiment, l'aménagement du temps de travail, c'est un élément clé pour recruter et surtout pour fidéliser les collaborateurs, pour leur offrir quelque chose qui viendra finalement ne pas coûter trop à la société. Et donc, finalement, c'est un accord gagnant-gagnant. Dans tous les cas, on a un réflexe à avoir, c'est de décompter le temps de travail. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on ne décompte pas son temps de travail, on prend des risques quand on est employeur. Pourquoi on prend des risques? Parce que depuis 2021, la Cour de cassation vient imposer finalement de nouvelles règles probatoires en matière de temps de travail. Et donc, désormais, si l'employeur n'est pas en capacité de fournir un décompte de la durée du travail de son collaborateur, le décompte réalisé par le salarié fait foi. Donc, il suffit pour le collaborateur salarié d'indiquer moi, j'ai fait 50 heures par semaine, toutes les semaines, et ainsi de suite. Et si l'employeur n'est pas en capacité de répondre, il risque d'être condamné pour les heures supplémentaires non payées, pour les dépassements des durées maximales de travail, les non-respects des droits au repos, éventuellement du travail dissimulé. Et donc, on a des engagements et des conséquences qui sont extrêmement importants pour les sociétés. Donc, il faut impérativement tenir à jour un décompte du temps de travail. Ce décompte, il doit se faire sur la semaine. Donc, on est sur un décompte
hebdomadaire du temps de travail. Alors bien sûr, c'est hors accord d'entreprise qui viendrait anticiper et justement organiser le temps de travail au-delà de la semaine. Mais quand on est sur un 35 heures classique, il faut impérativement que chaque semaine, on ait un élément de décompte du temps de travail de ses collaborateurs. Et donc, ça passe par plusieurs possibilités. Soit on a un outil de suivi, soit on a un logiciel, effectivement, SIRH, soit on a un tableau Excel qu'on imprime chaque semaine, et puis le salarié vient signer chaque semaine son relevé d'heures, et comme ça, on est extrêmement rigoureux sur le suivi du temps de travail. Soit on met en place une pointeuse, ce qui coûte un peu plus d'argent, mais qui est tout à fait envisageable également. On en a terminé avec le temps de travail. On en vient aux équipements et aux conditions de travail de manière générale. C'est ça exactement. Donc c'est vrai qu'un salarié bien équipé est plus motivé, moins fatigué et plus fidèle. L'employeur y gagne en engagement et en productivité. Vous savez que les équipements de protection individuelle, ça peut être, c'est obligatoire, mais ça peut être également un levier de fidélisation de vos salariés s'ils sont bien intégrés dans votre culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça va être proposer des EPI dans la culture d'entreprise? Ça va être proposer des EPI de qualité. Donc, ça va être des chaussures ergonomiques, des vêtements respirants. Ça va vous aider à avoir moins de fatigue sur vos salariés et moins d'accidents et des salariés plus engagés, ça c'est clair. Ça va impliquer également vos salariés si vous les mettez dans le jeu de choisir un petit peu les EPI, tester plusieurs modèles et puis recueillir leurs avis. Ça permet également des fois de personnaliser les tenues avec des prénoms brodés, le choix des couleurs. Enfin voilà, j'ai vu beaucoup de choses qui se faisaient comme ça, notamment dans le CHR. Ça vous permet également d'associer les EPI à votre marque employeur. Donc là, ça peut être des uniformes identitaires pour renforcer votre identité. Ça peut être valoriser l'image des salariés sur les réseaux sociaux en les prenant en photo avec les vêtements. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses pour intégrer les EPI dans un programme vraiment d'entreprise. Vous pouvez également les intégrer dans un programme de bien-être pour la formation sur leurs bons usages, sur des séances d'échauffement, par exemple, pour éviter toutes les maladies, les troubles musculo-squelettiques. Et vous pouvez également récompenser le respect des règles de sécurité, parce que même si c'est obligatoire, ça peut être des challenges internes pour justement valoriser le bon comportement de vos équipes. Enfin voilà, les EPI, ça peut vraiment améliorer le confort, l'image des employés, renforcer leur motivation, leur fidélité. Et si vous souhaitez un accompagnement spécifique, ce que vous aider en définition des actions propres à votre établissement, ou voilà, vous pouvez vous renseigner dans les magasins qui vendent les EPI. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant. Voilà, c'est vraiment un levier, en tout cas, pour la fidélisation de vos salariés. Mais c'est aussi une obligation légale. Et Agathe, exactement, pardon. Exactement. Alors, on vient de le dire, ça valorise le salarié que de l'équiper, de vérifier ses conditions de travail, mais ça protège aussi l'employeur parce que, vous le savez, quand on est employeur, on a énormément de choses à penser. On va penser à ses collaborateurs, on va penser au recrutement, on va penser rupture des contrats quand il le faut ou quand on le subit, parce qu'on peut avoir aussi des collaborateurs qui démissionnent. Dans le secteur HCR, on a quand même énormément de démissions du jour au lendemain sans respect du préavis. Donc, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de contraintes, beaucoup de choses auxquelles il faut penser quand on est employeur dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Et il faut penser également justement aux équipements qui viennent protéger les collaborateurs. Et donc, quand vous protégez vos salariés, vous limitez les accidents. Et donc, non seulement vous limitez les accidents, donc vous protégez les collaborateurs, mais vous diminuez votre propre charge mentale. Parce que si vous savez que vos collaborateurs sont bien équipés, il n'y a pas de raison qu'il y ait un accident. Et donc, s'il n'y a pas de raison qu'il y ait un accident, il n'y a pas de raison de penser justement à limiter ou éviter l'accident. Et donc, ça permet d'évacuer finalement cette charge mentale d'employeur. Et donc, l'idée, c'est toujours de se dire, on va se concentrer sur le cœur de notre activité. Et nous, on est des restaurateurs, et donc notre activité, c'est restaurateur. Donc, on se concentre là-dessus. Donc, on met de côté justement les accidents et les risques d'accidents, et on protège nos collaborateurs justement pour mettre de côté ce sujet. Et la protection des salariés va responsabiliser aussi forcément les propres collaborateurs. Parce que si vous les équipez, vous leur rappelez que vous avez fait le job, et que maintenant, c'est à eux aussi d'apporter leurs pattes et d'éviter la réalisation de l'accident. Donc, vous le savez depuis toujours, et en particulier depuis 2015, l'employeur est titulaire d'une obligation de sécurité. Depuis 2015, c'est une obligation de sécurité de moyens renforcés.
Ce qui veut dire qu'avant 2015, on était sur une obligation de sécurité de résultat, ce qui engageait la responsabilité de l'employeur dès lors qu'on avait un accident du travail ou une maladie professionnelle qui se réalisait. Désormais, depuis 2015, si l'employeur arrive à apporter la preuve qu'il a mis en place tous les moyens pour limiter, éviter, dans la mesure du possible, la réalisation d'un risque, il ne peut plus voir sa responsabilité engagée. Et donc, ce qu'on peut vous recommander pour à la fois valoriser les collaborateurs, mais également les responsabiliser et diminuer votre charge mentale, c'est d'élaborer conjointement avec les salariés le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels, il est obligatoire dans toutes les entreprises. Vous devez en avoir un dès lors que vous avez un salarié et vous devez le mettre à jour tous les ans au minimum et à chaque fois qu'il y a un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et donc, ce document unique d'évaluation, il se compose, et ça vous devez en avoir un, il se compose de plusieurs colonnes, plusieurs catégories. On va identifier les postes occupés dans la société. On va identifier les risques. On va identifier ensuite le degré de gravité de ces risques et le degré de réalisation de ces risques. Et une fois qu'on a identifié tout ça, on fait nos petits calculs et on évalue le risque principal pour chaque poste. Et on met en œuvre les moyens pour éviter, limiter la réalisation du risque. Si vous associez les salariés vont se sentir valorisés et pris en compte, sécurisés par l'employeur. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de partir sur des réunions. Ça ne doit pas durer très longtemps non plus. On peut être sur des réunions d'1 heure, 1 heure tous les trimestres, 1 heure tous les semestres, voire une demi-journée par an sur le document unique, où chaque salarié va se répartir avec ses collègues qui occupent le même poste, et ils vont réfléchir sur qu'est-ce qu'on risque quand on travaille justement dans un restaurant. Quand on est au service, on risque des choses différentes de quand on est justement en cuisine, par exemple. Et ensuite, les salariés vont proposer à l'employeur justement des modalités pour limiter le risque ou pour l'éviter. Et si l'employeur en tient compte, non seulement il va protéger ses salariés et donc il va limiter les accidents et diminuer sa charge mentale, mais en plus, il associe les salariés, il les valorise, il tient compte de leur avis, il tient compte de leur opinion, et donc bien entendu, il les responsabilise et assure ses obligations légales et en même temps fidélise ses collaborateurs. Un collaborateur qui se sent en sécurité, il va rester travailler dans la société. Donc, c'est une clé supplémentaire pour pouvoir justement fidéliser les collaborateurs qui sont présents au sein de la société. On a donc parlé de la rémunération, des objectifs, on a parlé des outils de suivi du temps de travail particulièrement, des primes de cooptation, des équipements. On va parler maintenant de la formation. La formation, vous le savez, c'est une obligation pour les employeurs. Depuis le 1er novembre 2013, on a revu de nouvelles modalités lors du recrutement des collaborateurs et désormais, l'employeur doit préciser par écrit, par tout moyen. Alors, ça peut être dans le contrat, dans un livret d'accueil, ça peut être par mail, parce que c'est un écrit, on fait un peu comme on veut, mais en tout cas, on doit indiquer à chaque collaborateur qu'on embauche le droit à la formation. Et donc, on doit lui rappeler qu'il a un droit à la formation. Donc, c'est un droit pour le salarié et c'est une obligation pour l'employeur. On a une obligation pour l'employeur, on en a plusieurs, mais on a une obligation pour l'employeur d'assurer certaines formations obligatoires. Par exemple, la formation sécurité ou la formation des membres du CSE lorsqu'ils sont nouvellement élus. Ça, c'est des formations qui sont obligatoires, donc il faut les faire de toute façon. Ça ne valorise pas forcément le salarié particulièrement, ça ne le fidélise pas forcément. Bien entendu, si vous ne réalisez pas et si vous ne respectez pas vos obligations d'employeur, je ne suis pas certaine que vos collaborateurs resteront très longtemps dans votre entreprise. Donc, on a ces obligations de formation et on a également une obligation de maintenir l'employabilité des salariés. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas au salarié de s'adapter à son poste. Alors, relativement, bien entendu, que c'est le salarié qui va s'adapter à son poste, aux contraintes du poste, mais pour autant, c'est à l'employeur de vérifier qu'il a mis en œuvre toutes les mesures pour conserver le salarié et donc maintenir le salarié dans son emploi. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit cette obligation d'employabilité parce que c'est une preuve d'engagement de l'employeur. Et encore une fois, si c'est une preuve d'engagement de l'employeur, les salariés n'ont aucune raison de partir. Et au contraire, ils ont tout à fait raison de rester. Donc, c'est très important, la formation. C'est vraiment un investissement stratégique. C'est ça. Et donc, pour rebondir dessus, justement, donc c'est une obligation légale au niveau, par exemple, des entretiens professionnels, donc qui sont tous les 2 ans dans le secteur privé et tous les ans dans le secteur public. Grâce à ces entretiens professionnels, vous pouvez
c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous allez avoir les besoins en formation de vos salariés. Et il est vrai que la formation, ça va être également un levier essentiel pour motiver et fidéliser vos salariés, notamment dans la restauration. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre en place des stratégies, de montrer un engagement fort, de présenter par exemple un parcours de formation qui peut être aussi dès l'embauche, un parcours d'intégration de vos salariés. Vous pourrez également créer des plans de carrière pour offrir des perspectives d'évolution. Vous pouvez proposer des formations variées comme formation technique culinaire, relations clients, hygiène et sécurité. Ça peut être des formations en groupe, seul, en e-learning, pardon. Vous avez vraiment tout un tas de choses qui se font maintenant, qui peuvent être également financées par l'entreprise en partie et également par le compte CPF de vos salariés. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se font. Ça vous permet de valoriser également la formation en proposant des formations certifiantes qui peuvent être accessibles également pour l'ensemble des salariés. Vous pouvez faire de la formation un outil de motivation en créant des challenges internes avec des formations à la clé ou alors mettre des programmes de mentorat avec des primes pour les formateurs qui feront les formations en interne si vous avez vraiment des personnes ressources. Ça va vraiment motiver vos salariés, surtout s'ils sont compétents, ça va les fidéliser et ça va surtout réduire le turnover s'il y en a dans l'entreprise et vous aider à recruter plus facilement. Parce que c'est vrai que si on entend parler que dans une entreprise, elle prend soin de ses salariés, elle les forme dès le début, elle les écoute, elle les fait évoluer, enfin voilà, vous aurez une équipe qui sera engagée. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une clé de fidélisation. Et vous avez également tout ce qui est entretien régulier. Alors, entretien régulier, ça ne remplace pas les entretiens annuels. Ça peut les complémenter. Donc, les entretiens réguliers, ça peut être faire le point une fois par mois ou une fois par trimestre selon le nombre de salariés que vous avez. Ça permet de suivre la motivation des salariés, parce que c'est vrai que des salariés qui vont être un peu en berne, ça peut donner une mauvaise ambiance, ça peut faire un peu effet boule de neige. S'il y en a un qui veut partir, bah derrière, il peut y avoir d'autres personnes qui se démotivent. Donc, pourquoi faire des entretiens réguliers? Ça va être pour améliorer la communication et l'engagement de vos salariés. Ça va vous aider à anticiper les besoins et prévenir s'il y a du turnover. Essayer de voir un petit peu, prendre la température de comment sont vos équipes, comment faire pour justement essayer de trouver une solution peut-être quand il y a des problématiques ou des choses comme ça. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir offrir des perspectives d'évolution aux salariés. Donc, au niveau des entretiens, il en existe différents types. Il va y avoir tout ce qui est entretien d'intégration. Donc là, ça va être à l'arrivée d'un nouvel employé. Il est bien de faire un point avec lui un mois après à peu près son intégration. Donc ça fait partie d'un parcours d'intégration. Il va y avoir tout ce qui est entretien trimestriel et mensuel. Donc là, c'est plutôt pour un suivi rapide sur la motivation et les besoins des salariés. Ça peut être après l'entretien annuel, donc là où on est plus sur du bilan de compétences et les perspectives d'évolution. Ça peut être un entretien de progression, donc là pour aider à une montée en compétences, ou ça peut être l'entretien de départ pour également comprendre et améliorer les conditions de travail pour ne pas refaire les mêmes erreurs avec vos prochains salariés. Et tout ça, ça peut vous donner des clés de réussite pour justement améliorer votre visibilité en fait en tant qu'entreprise. Donc là, on sait toujours que des salariés plus motivés, effectivement, engagés et fidèles, seront plus à l'écoute et resteront au sein de vos entreprises. Donc, pour résumer un petit peu, pour fidéliser vos équipes, on mise donc sur une rémunération attractive, mais qui n'est pas qu'un salaire qui est tout un pack qu'on peut construire autour du salaire. Il faut miser sur une culture d'entreprise forte et vraiment montrer vos et montrer à vos collaborateurs que voilà, vous prenez soin d'eux en leur donnant des équipements, en leur mettant en place des formations, en leur proposant des évolutions. Enfin, voilà, montrer que vous voulez les impliquer dans l'entreprise et que voilà, sans eux, entre guillemets, l'entreprise ne serait pas votre entreprise. Il faut vraiment les inclure pour aller de l'avant avec vous. En tout cas, on vous remercie pour votre attention.